Voilà, il est 11h30. Bienvenue à toutes et à tous à ce 6e webinaire de notre roadshow de la cybersécurité en Valais. Aujourd'hui, il y a un programme assez spécial vu qu'on va parler de se préparer et faire face à l'inévitable. Si vous avez été assidu durant les précédents webinaires, vous savez que la question qu'on s'est posée n'était pas « est-ce que je vais me faire attaquer ?», mais « quand est-ce que je vais subir une attaque ?» Donc, pour en parler aujourd'hui et pour vous donner les clés et outils ainsi que les ressources pour faire face à ce problème, on a l'honneur d'accueillir Christophe Auwert, qui est cofondateur de cybersafe.ch, ainsi que Lénique Pédron, directrice de la Trust Valley. Au cours du webinaire, si vous avez des questions, je vous prie de les poser soit dans l'onglet conversation, soit dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en haut. Et les orateurs répondront aux questions à la fin. C'est Cédric Luizet de CIMARC qui va faire la modération des questions. Donc, je vais passer la parole à Lénique Pédron qui va débuter cette présentation. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire concernant effectivement la gestion de crise et puis les solutions que l'on peut trouver à cette gestion de crise. Je vous propose maintenant de partager donc un document et puis de partir sur une présentation et donc d'avoir des questions en fin de session. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment faire face à l'inévitable, de se préparer et puis aussi de voir les outils mutualisés, donc des outils qui sont déjà utilisables assez facilement et possiblement mis en place dans vos organisations et qui puissent vous permettre finalement d'aller un peu plus vite dans votre préparation parce qu'on sait que la cybersécurité n'est pas votre cœur de métier et l'objectif ici et notamment de ce programme, c'est de vous faire gagner du temps et de profiter aussi de ce que les autres entreprises, les autres organisations peuvent déjà faire et qui sont intéressants. Donc l'agenda, je vais reparler, donc en mars, on avait déjà abordé les données ou la vie. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon des cyberattaques, notamment depuis mars, et puis globalement d'expliquer qu'on entend pas beaucoup parler des ransomware, mais que des demandeurs de rançon, mais qu'il n'y a pas que ces ransomware. Ensuite, des risques et vulnérabilités, parler aussi d'un cas assez concret concernant, qui est assez intéressant et utilisable, notamment le cas de la commune de Rolle, et que je conseille à chacun de regarder ce qui a été fait après ce piratage, parce que ce qui est important, c'est la résilience. Et cette résilience, elle est partageable. Et aujourd'hui, je pense que la commune de Rolle a aussi fait un effort assez conséquent, j'imagine, pour mettre en place des documents que vous pourrez chacun réutiliser et qui sont disponibles directement et gracieusement sur les différents sites de Rolle. Alors, le dark web, je représente rapidement les données, donc Mastercard, donc les prix des données sur le dark web, donc ce qu'on appelle le marché noir de l'Internet. Donc, Mastercard cloné avec un NIP, c'est $25. L'American Express cloné, c'est un NIP avec $35. La Visa clonée, c'est donc $25. Et puis, au niveau des détails, quand il y a également les détails de la carte de crédit avec un solde connu. Eh bien, le montant monte, par exemple, jusqu'à quand il y a un solde de $5000 à 240 dollars sur le dark web. Donc, c'est toujours pour vous montrer que ce marché du marché noir va très bien et continue à se développer parce qu'on peut se dire, bon, voilà, effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques. On met en place des mesures et il y a de plus en plus de mesures qui sont en train de se mettre en place, et heureusement, notamment comme ce programme ici, donc pour vous, entreprise valaisanne, qui est là pour faire monter en compétences. Donc, on peut se dire, bon, les cybercriminels vont aller faire autre chose. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que le nombre de personnes ayant accès à Internet se développant chaque jour, eh bien, le développement de la cybercriminalité va continuer dans les prochaines années. Donc, l'idée ici n'est pas de faire peur, mais de se dire préparons-nous et trouvons des solutions, soyons résilients. C'est exactement le jeu de l'offre et de la demande que l'on peut connaître.
Donc, sur les dernières données que j'ai pu collecter, donc les prix des données sur le dark web, Facebook est toujours en recul. Gmail aussi, donc les données piratées sur Facebook, Gmail sont en recul, ainsi que Twitter. Et on continue à avoir une augmentation des tarifications sur LinkedIn. Alors pourquoi? Parce que ce réseau est une mine d'or de par les informations, notamment professionnelles, que l'on peut trouver sur les personnes et donc sur aussi les organisations. En 2020, on parlait de la récolte, donc les cybercriminels ont beaucoup récolté. Ensuite, en 2021, ils ont exploité avec des mandats, notamment les mandats de vaccination. On était encore, je le rappelle, dans l'époque Covid. Et puis bon, maintenant, évidemment, avec la guerre en Ukraine et autres, on les voit beaucoup plus utiliser cette thématique et utiliser cette thématique à différentes fins pour pouvoir obtenir des choses intéressantes des victimes, des personnes qui sont ciblées. Un grand point qui reste encore à l'ordre du jour, et notamment nous avons aussi dans la Trust Valley un programme pour les PME, on suit 25 PME de très près depuis des mois. Un grand point que l'on constate, c'est que les PME restent le plus gros vecteur d'attaque en ce qui compte pour les PME qui travaillent pour des grands groupes. Alors pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir pénétrer une PME qui va avoir peut-être moins sécurisé, moins travaillé à sa cybersécurité pour faire un rebond et avoir accès au client principal. Donc, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les grands groupes demandent beaucoup d'assurer la relation fournisseur. C'est ce que j'avais annoncé en mars. Et en fait, aujourd'hui, en septembre, on le voit sur le terrain. Il y a eu un mouvement qui s'est fait donc au premier semestre, qui commence à être actif maintenant. Ce que je veux dire, c'est que quand vous, PME, vous allez donc postuler pour pouvoir obtenir des mandats auprès de grands groupes, vous allez souvent avoir une fiche, comme la fiche financière qui vous est demandée au procurement donc, et à la compliance, donc, qui vous sera demandée, donc aux achats, qui vous sera demandée également concernant la cyber. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut voir un avantage compétitif et concurrentiel pour vous de pouvoir commencer à monitorer vos démarches et aussi à pouvoir montrer ce que vous faites. Et c'est intéressant aussi pour vous pourquoi pas le rentrer dans les audits globaux, parce que du coup, ça fait partie de votre rapport de fin d'année et ça prouve que vous êtes actif et que vous avez bien conscience de ces risques. Alors, les entreprises suisses, on connaît les différentes attaques qu'il y a eu. En 2019, le nombre d'attaques hebdomadaires se situe en dessous de la moyenne. 2020-2021, les moyennes helvétiques et mondiales ont convergé, sachant que le vecteur d'attaque par phishing est moins présent encore en Suisse et en Suisse romande, de par la difficulté de pouvoir créer des phishing en 3 langues, notamment. Hein. Il faut bien comprendre que les pirates, donc, pour eux, le plus avantageux, c'est de ne pas perdre de temps. Et puis, donc, les attaques principales restent encore les fichiers malveillants. En 2022, les PME donc, sont encore victimes. Souvent, l'intérêt de pouvoir cibler cette PME, je le redis, c'est pour pouvoir aussi cibler les clients, les gros clients qui sont derrière. Alors, à nouveau, se faire pirater n'est pas un mot tabou. Il faut trouver des solutions et trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a 3 ans en arrière, 2 ans en arrière, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concepts, de points qui vous permettent de le faire à un coût qui n'est pas forcément élevé, parce que souvent, ce que j'entends aussi, c'est cybersécurité est synonyme de coût. Bon, ça, c'est une chose, c'est vrai, certes, mais aussi que ça coûte très cher. Mais il y a des principes qui peuvent être mis en place sans non plus que ça coûte trop cher. Alors, devant les yeux, vous avez donc la couverture d'un livre que j'ai coécrit et qui est sorti en juin de cette année, avec une dizaine de co-auteurs francophones internationaux, donc, dont Luxembourg, Belgique, Suisse évidemment, France, Québec et Canada. Alors, pourquoi on s'est réunis en tant qu'experts pour créer cet ouvrage, où on réunit en fait tous les exemples qui pourraient vous aider, avec des checklists, avec beaucoup d'informations.
on a fait ce travail parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à destination des petites entreprises pour leur permettre finalement d'aller assez vite. Devant les yeux, vous avez un dessin qui a été réalisé par un Suisse, donc qui travaille notamment pour les services gouvernementaux cyber et qui a des talents de dessinateur, comme vous pouvez le voir, et qui a illustré toute cette recherche autour de la gestion de crise. Alors, ce que je voulais vous dire aussi ce matin, c'est qu'on parle beaucoup des demandeurs de rançon et autres, donc notamment le cas de Comparis il y a plus d'une année et demie maintenant, où finalement, on est tous liés à cela et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce qu'on a vu, c'est que Comparis a fait le choix de la transparence. Il y a encore 2 ans en arrière, 1 an et demi en arrière, c'est vrai que ce choix de la transparence n'était pas forcément compris, notamment au niveau des médias. Je pense que malheureusement, le choix, le cas de rôle, ce malheureux cas, fait qu'en tout cas aujourd'hui, on ressent vraiment qu'il y a eu une évolution et puis que du coup, c'est beaucoup moins tabou de s'être fait pirater. En revanche, la réactivité suite au piratage, c'est là où tout se passe. Donc, la réflexion du plus gros travail n'a pas été un problème technique, mais de gérer les humains. Bah, c'est ça, de gérer la crise. Savoir gérer la crise, c'est aussi de pouvoir savoir comment s'adresser à ces différents publics, que ce soit au niveau interne ou externe. Et c'est ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, vous donner des outils assez clairs. Donc, par rapport à la gestion de la communication de crise cyber. Donc, j'ai décidé de partir sur ce point-là spécifiquement parce que c'est un point qui est très peu abordé et qui finalement fait aussi assez peur parce qu'on ne sait pas vraiment comment, parfois, quand on n'a pas été formé à ça, prendre les choses. Alors, voilà des petites astuces. En tout cas, je pense que la première question à se poser en cas de crise, c'est est-ce que la crise est publique? Donc, l'organisation a-t-elle reçu des questions internes, externes, médias? Interne, c'est pas uniquement les employés et le personnel, c'est également les partenaires, les prestataires, et de voir où en est la crise. Alors, il y a globalement et de façon succincte 3 réponses. Oui, la crise est publique. Dans ce cas-là, il faut établir des priorités. La première priorité, c'est d'élaborer de suite un communiqué de presse. Et alors, vous allez vous dire, mais attendez, moi, le communiqué de presse, c'est pas forcément mon métier. Eh bien, il y a des très bons communiqués de presse qui ont été établis. Et justement, notamment dans ce livre, on a réuni ces communiqués de presse et on vous donne de l'information pour que vous puissiez aller plus vite pour préparer le vôtre. Ensuite, il s'agit d'émettre une diffusion au plus vite à l'interne et aux collaborateurs et aux externes. Donc, quand la crise est publique, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de communiquer très vite à vos différentes audiences en même temps, surtout. Et 3, créer un espace centralisé en ligne sur le site internet de l'organisation. Si le site n'est plus en ligne et que vous n'avez pas de site, justement, ça fait partie des points qui sont vraiment importants, c'est que vous devez au préalable avoir pensé à avoir un site complètement décorrélé, déconnecté de votre système actuel que vous pourrez activer en cas de crise. Et ça fait partie vraiment des points essentiels. On verra grâce à ça que vous avez déjà prévu que ça puisse vous arriver et votre résilience, eh bien, c'est votre sésame pendant la crise. Donc, deuxième option, pas encore, c'est-à-dire la crise n'est pas publique. Je veux juste redéterminer peut-être le mot de crise pour tout à chacun. En cyber, on fait la différence entre un incident et une crise. C'est-à-dire un incident, c'est qu'il y a un incident cyber, une attaque particulière qui est en cours, mais qui n'est pas encore qualifiée comme une crise, puisqu'il est gérable soit en interne, soit avec les prestataires externes, mais que tout du moins reste maîtrisé. Et puis, quand on passe dans un mode de crise, donc là, typiquement, je pense que mon confrère de CyberSafe va également expliquer ces points, donc je ne détaille pas. L'idée, c'est de mettre en premier lieu une personne en place, très rapidement, avec une cellule autour, et de pouvoir avoir les bonnes personnes à bord. Et ça, c'est pareil, au niveau des checklists, des points que vous devez prévoir, c'est important. Alors, la crise n'étant pas encore publique,
mais vous pensez à un risque élevé et votre priorité sera dans ce cas d'élaborer de suite un communiqué de presse, le faire valider, puis le mettre en attente. Ensuite, la deuxième étape sera de préparer sans tarder un catalogue de questions-réponses et des messages clés. Je vous invite à aller regarder le site de Roll et de d'autres sociétés qui se sont fait pirater. Je pourrais donner quelques liens au terme de cette session s'il y a un intérêt. Désolée, c'est chez moi visiblement que ça sonne. Préparer sans tarder donc un catalogue de questions-réponses, c'est vraiment important parce que aussi ça vous permet de vous situer par rapport à votre organisation en tant que telle. C'est un bon exercice. Ensuite, préparer les équipes internes à l'entrée dans la phase de crise publique et au prochain contact. Puis monitorer, très important, il y a des outils pour ça, et agir immédiatement lorsque la crise devient publique. Puis l'autre dernière option, la crise est-elle publique? Non, elle n'est pas publique. Alors, priorité, observer attentivement l'évolution de la situation, mettre en place des outils de monitoring sur le type de cyberincident en question. Concrètement, pour les non techniques, essayez de prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe avec les équipes techniques. Élaborer un communiqué de presse, le faire valider puis le mettre en attente, on est sur le même point que les priorités pour le point quand la crise n'est pas encore publique. Ensuite, préparer un catalogue de questions, c'est pareil, c'est la même chose. Typiquement, c'est des choses que vous pouvez préparer. Et puis ensuite, préparer les équipes internes, c'est la même chose. Le dernier point qui est important, c'est agir immédiatement lorsque la crise devient publique. C'est-à-dire vraiment être prêt à agir. Alors, quand on parle de ce concept de communication de la gestion de crise cyber, il y a des outils de pilotage qui sont essentiels à mettre en place, notamment pour permettre à l'organisation de conserver sa capacité d'action. C'est ça qui est important. Évidemment que la capacité d'action dans ces cas-là, elle est fortement réduite. Il faut se donner le maximum de lest en cas de crise. Et ce, afin que l'organisation puisse communiquer de manière crédible. C'est ce qui fait toute la différence dans la gestion de crise. Il faut définir aussi au préalable des points essentiels à l'interne, selon la forme aussi d'attaque que l'entreprise, que l'organisation subit. Un premier point, c'est quelle est l'organisation en cas de crise? Qui fait quoi? Alors, on pense que c'est facile, on fait un petit organigramme, et puis en fait, quand la crise arrive, on se rend compte qu'un tel n'est pas là, que finalement un tel est parti, etc. Alors, l'important, c'est qui fait partie de l'état-major de crise. Et ça, c'est aussi une décision de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'en discuter, avoir une session de 30 minutes sur le sujet, au préalable, mettre ça à l'ordre du jour du comité, du CODIR, du comité de direction et autres, je vous assure que le jour où ça vous arrive, vous vous direz que ce jour-là, vous avez bien fait d'en discuter autour d'un café peut-être. Où l'état-major de crise peut-il se réunir? Donc tout ça, c'est des questions qui sont peut-être plus d'ordre logistique pour les personnes qui s'occupent directement de la partie communication. Où peut-on, si nécessaire, informer les journalistes et les professionnels des médias pour une conférence de presse? Si cette conférence de presse se passe en ligne, quel outil sera utilisé? Donc, l'important, c'est bien de comprendre aussi, il faut prendre une décision sur qui va diriger l'état-major de crise. Ce qu'on constate, c'est que souvent, le chef d'entreprise qui est en phase très émotionnelle, hein, on parle d'une gestion de crise, donc souvent, le chef d'entreprise est face aussi à son émotivité. Il ne faut pas négliger cette part. Souvent, dans les gestions de crise, on ne prend pas forcément le chef d'entreprise dans cette partie de gestion d'état-major. Il est informé des prises de décision et bien entendu, il peut contre-agir, mais l'objectif, c'est de rester extrêmement factuel, extrêmement pragmatique sur cette gestion. Ensuite, comment et dans quel ordre transmettre l'information en interne? Conseil d'administration, comité de direction, collaborateurs, ça c'est des flux qui doivent être connus. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une désorganisation le jour où ça arrive, parce que finalement, on n'a plus aussi accès à nos données, on n'a plus accès à notre Internet, et puis qu'on n'a plus accès au numéro des personnes. Donc, qui sont les personnes potentiellement concernées? Donc, ça va être les autorités et les clients
les prestataires, les partenaires, les médias, les associations corporatives et autres. Il ne faut pas négliger les autorités. En Suisse, c'est vrai que maintenant, nous avons une gouvernance qui est en train de se mettre en place au niveau cyber, au niveau de la Confédération, et puis depuis 3 ans, et depuis 2 ans et demi, et puis également au niveau cantonal. Vous pouvez aussi compter sur de l'expérience aujourd'hui qui a été accumulée par les différents organes. Qui sont les personnes potentiellement concernées? Donc, dans quel ordre sont-elles informées également? Comment et sous quelle forme? Lettres, courriers, etc. et les listes de contacts. Sur quel principe communiquer? Quel style de communication adopter en cas de cybercrise? Donc, il y a plusieurs postures. Il y a une posture qui est plus réactive, rapide, qui s'adapte aux circonstances, donc avec transparence, crédibilité et tous ces points de fait. Voilà, je voulais partager, donc il y a beaucoup d'autres points, mais je n'ai pas non plus énormément de temps pour cela. Juste pour revenir sur rôle, sur la partie de rôle, je me suis amusée à faire la rétrospective, en fait, la chronologie de la communication lors de la cybercrise qui s'est passée donc, en juin 2021. Ce qu'on constate, c'est qu'au départ, effectivement, la nature de la crise et finalement les conséquences qui pourraient en découler ont peut-être, c'est vrai, été mal calculées, mal vues. En revanche, à partir tout l'été s'est passé, on va dire jusqu'à début juillet, jusqu'au 20 août, et puis en 20 août, voilà, cette crise étant restée en latence, il y a eu une émulsion dans les médias. Et là, ce qu'on a vu apparaître, c'est une avalanche de parutions dans les médias, presse, télévision, radio, réseaux sociaux, Internet. Et cela, ça a duré jusqu'à quasi fin de l'année. Donc, typiquement, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous éviter cela. Ce qu'il faut voir aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la qualité des documents qui ont été faits à partir du 20 août et le fait de créer, par exemple, ce type de communiqué de presse et d'expliquer ici, donc disponible sur le site, hein, qui est tout à fait pour vous utilisable et reprenable pour vos propres activités. Et ici, on voit aussi qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place et que finalement, la crise a été prise en main à partir de la rentrée. Donc, où on voit des mesures en faveur de la population roloise, etc., la mise en place d'un programme de prévention, des sessions d'information et autres. Donc, je crois que j'ai écoulé mon temps. Donc, voilà ce que je voulais surtout partager avec vous. Et puis, je reste à disposition aujourd'hui si vous aviez d'autres questions, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis de vous entendre pour les questions. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Lénig, pour cette présentation. Je passe sans tarder la parole à Christophe. Merci. Eh bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie pour l'organisation de ce webinaire, finalement, pour faire face à l'inévitable. Moi, maintenant, je vais vous partager donc aussi ma présentation pour évoquer justement voilà, les premières actions, qu'est-ce qu'on peut faire, comment se préparer, puisque comme vous le verrez, il y a différents éléments, hein. On n'est pas forcément victime à tous les coups. J'aimerais aussi revenir sur deux éléments très importants qu'a mentionné Lénique. C'est cette question finalement de relations fournisseurs. Aujourd'hui, on voit que la cybersécurité est parfois une exigence pour accéder à des chaînes de sous-traitance. Et ça, c'est précisément un élément qui devrait faire penser à tout le monde que la cybersécurité n'est pas uniquement un coût, mais qu'elle offre aussi des bénéfices. Voilà. Alors, pour faire face à l'inévitable, eh bien évidemment, les experts sont unanimes, hein, on l'a dit, le risque zéro n'existe pas, et puis il faudrait mettre en place des mesures de protection organisationnelle et technique appropriées. Néanmoins, face à ce constat, les profanes, eux aussi, sont unanimes. Souvent, la grande question, c'est de savoir, bon, ok, que faire? Qu'est-ce que des mesures organisationnelles et techniques appropriées?
Alors, se préparer est évidemment la clé. Et puis, pour commencer à se préparer, ben, finalement, il faut débuter par une analyse de risque. Qu'est-ce qu'il faut protéger? Jusqu'où? Quels moyens mettre en œuvre finalement pour se protéger? Et ça, on peut le déterminer que, en fonction d'une analyse de risque. Je vous renvoie pour ça au webinaire du 17 mars dernier, où l'idée était aussi évidemment de mettre en œuvre des mesures de protection de base. Vous disposez d'un certain nombre de référentiels, hein, que ce soit le cadre du NIST ou bien des normes ISO. Vous avez aussi le cahier des charges, hein, du label CyberSafe qui vous permet d'avoir un aperçu de ces mesures de protection de base. Et puis, évidemment, on peut toujours faire plus, hein. On peut notamment penser en termes de processus, hein, la mise en place de plans de continuité et de plans de reprise. On peut mettre en œuvre des outils de détection des menaces, de monitoring de son réseau. Et puis, on peut aussi ben voilà, faire recours à des prestataires externes pour disposer d'équipes de réponse à incidents le jour où on subit une cyberattaque. L'objectif finalement de l'ensemble de ces mesures, ben, c'est de réduire les probabilités que ça arrive. Typiquement, hein, quand vous formez vos collaborateurs ou vous les sensibilisez, ben, vous réduisez la probabilité qu'il y ait des clics un peu intempestifs. Et puis, autre axe, ben, c'est réduire l'impact en cas de cyberincident. Ben, typiquement, si vous disposez d'une bonne sauvegarde, ça pourra réduire les impacts. Maintenant, dans la plupart des organisations avec lesquelles on a eu l'occasion de travailler ou qu'on a eu l'occasion d'auditer, hein, à ce jour plus de 150. Euh, il faut bien le dire que la présence de plans de continuité et de plans de reprise est rarement là. D'accord? Et puis, ben, on est réaliste, on sait très bien que c'est probablement pas la première chose que vous allez faire. Donc, afin de vous aider dans cet exercice, je vous soumets quelques questions. Comme l'a souligné Lenny avant, hein, il faut en discuter avant que la crise arrive. Et puis, le jour où la crise arrive, si vous avez déjà pu discuter de certains éléments, vous serez extrêmement soulagé, ça va beaucoup vous aider. Alors, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui en entreprise? Bien, c'est déjà de vous dire qui ferait partie de la cellule de crise. Vous noterez d'ailleurs mon optimisme puisque je mets la question au conditionnel. Mais l'idée, c'est d'identifier les personnes qui auraient besoin d'avoir à bord de cet état-major, de cette cellule de crise qui, le jour où il y a une cyberattaque, interviendra. Je reviendrai sur cette cellule de crise plus tard. Typiquement, cette cellule de crise, une fois que vous l'avez identifiée, ben, ça vous permet aussi déjà de vous assurer d'avoir la liste des contacts d'urgence, ben, par exemple sur une feuille papier, puisqu'en cas de cyberattaque, il y a de fortes chances que vous n'ayez plus accès du tout à vos moyens informatiques, à vos systèmes d'information. Deuxième question extrêmement importante, hein, à se poser pour se préparer, c'est de se dire, ben voilà, quelles sont les activités vitales, les activités cruciales de mon organisation, et puis quelles seront les répercussions sur ces activités en cas d'interruption. Alors je mets entre guillemets temporaire, hein, c'est souvent temporaire, mais le temporaire peut durer longtemps. Alors, quelles sont les répercussions en cas d'interruption temporaire des systèmes d'information? Tout cela, ça vous permettra d'avoir une idée pour définir vos protections, mais aussi pour gérer les priorités en cas de crise. Et puis, évidemment, une recommandation que je fais à tout le monde, bah, c'est une fois de se mettre en situation, de faire des simulations et des tests. C'est comme ça qu'on va pouvoir lever des lièvres, voir en fait toute la complexité qu'appellerait la création d'un plan de reprise. Ce qu'on entend assez souvent, du moins du côté du label, c'est que finalement, bah voilà, on a une sauvegarde et puis on se dit, ah bah, j'ai une sauvegarde, donc finalement, en cas de crise, je suis bien préparé. Alors évidemment, c'est une bonne pratique, hein, il faut avoir une sauvegarde, mais ce n'est pas suffisant. Déjà parce que souvent la question c'est de savoir si vous avez déjà fait des tests de récupération de ces sauvegardes, et puis de connaître aussi le périmètre hein, des données ou des informations système qui sont sauvegardées. Ici, j'attire votre attention sur les solutions cloud, hein. Parfois, ces solutions ne contiennent pas de solution de sauvegarde, donc c'est à vous de vous assurer de sauvegarder ces données qui sont sur le cloud. Et en cas de crise, la sauvegarde, c'est quoi? J'ai pris ici un parallèle avec la voiture, où finalement, ben, la sauvegarde, c'est votre clé de secours. Malheureusement, en cas de cyberattaque, vous avez beau avoir une clé de secours, le problème, c'est que vos systèmes d'information sont bloqués. Donc, vous n'avez rien pour faire démarrer finalement, enfin, bien que vous ayez de quoi faire démarrer la voiture ne roule plus, vos systèmes d'information ne fonctionnent plus. Donc, il va d'abord falloir réparer ces systèmes. Quelles sont les premières actions à prendre finalement en cas de cyberattaque, hein? Alors déjà, ne pas paniquer. En général, ça n'a jamais aidé en cas de crise, que ce soit une crise cyber ou autre, de paniquer, donc garder son calme. Et puis, ben voilà, premier élément, c'est isoler l'infection. Si possible, hein, c'est-à-dire tirer la prise Internet.
Ensuite, activer la cellule de crise. Dans bien des cas, il faudra la constituer si elle n'a pas été faite en amont. C'est aussi souvent à ce moment-là qu'on considère que la cellule de crise, après, pourra considérer justement de faire recours à des spécialistes. Développer un plan de communication, comme l'a dit Lénique Pedron préalablement, c'est un élément essentiel qui peut d'ailleurs influencer sur la réussite ou l'échec de votre gestion de crise. Et puis par la suite, ben voilà, évaluer les impacts, qu'est-ce qui a été touché, quels sont les systèmes qui sont plus disponibles, etc. Sécuriser à la fois les données et les personnes. On l'oublie peut-être trop souvent, hein, un incident de cybersécurité, c'est évidemment des impacts sur les systèmes d'information, mais vu la place que ces systèmes ont aujourd'hui dans notre société, il peut aussi y avoir des répercussions en termes de sécurité physique. Donc voilà, sécuriser les personnes et les données. Et puis ensuite, ben voilà, contacter, informer les autorités de l'incident. Et dans un deuxième temps, viendra finalement les investigations, les démarches légales, une information complète sur ce qui s'est déroulé et puis le retour d'expérience, hein, finalement, tirer un bilan, améliorer sa structure et son plan de gestion de crise. Je vais maintenant revenir sur quelques éléments de ces premières actions. Tout d'abord, isoler l'infection. Alors, comme je l'ai dit, si possible, bah, c'est tirer la prise, hein, supprimer les connexions Internet. Et ici, il faut se poser la question, bah, qui a l'autorisation dans votre organisation de faire ça? Et puis, souvent, viendra aussi la question de savoir si on éteint les équipements ou pas. Alors bon, dans la plupart des cas, hein, si on parle des ransomware, ben, l'infection est déjà là en général, c'est souvent trop tard. Et puis, il faut toujours prendre en compte le fait que si vous éteignez les équipements, vous allez probablement détruire des traces qui seront utiles aux investigations pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc toujours, voilà, bien réfléchir à deux fois s'il faut ou non éteindre les équipements, mais le plus important, bien, finalement, c'est d'isoler l'organisation, les systèmes d'information d'Internet. Ensuite, activer la cellule de crise. Alors, la cellule de crise doit vraiment fonctionner comme une équipe, hein, et puis elle a un rôle clé qui est double, qui est d'une part décisionnel, elle doit être en mesure de pouvoir prendre des décisions, et puis technique, elle doit être en mesure d'avoir les compétences nécessaires pour savoir qu'est-ce qui se passe, et puis gérer toute la dimension technique qu'implique évidemment une cyberattaque. Et puis, au sein de la cellule de crise, eh bien, il y a besoin d'un assemblage de différentes compétences. Ces compétences renvoient à la fois au niveau de la gestion et de la direction. Ici, il s'agira plus d'assurer la prise de décision et puis une connaissance d'ensemble, hein, des activités de l'organisation puis des opérations. Il y a besoin de compétences techniques. C'est ici souvent qu'il y aura aussi le soutien d'équipes de réponse à incidents, de Computer Emergency Response Team, qui pourront venir en soutien d'une organisation qui n'a pas des compétences en matière cyber. Et puis ensuite, il y a toutes les compétences en termes de communication. Lenny l'a souligné avant, hein, c'est vraiment un élément très important, la communication en cas de crise. Il y a aussi l'élément évidemment humain, donc impliquer les RH parce que vos équipes, il faudra aussi tôt ou tard les informer, les gérer. Toute cette dimension émotionnelle finalement doit être prise en compte dans cette cellule de crise. Et puis des aspects juridiques. Élément bête et méchant, mais c'est aussi le soutien administratif. Dans la gestion d'une crise, il est extrêmement important de tenir un journal de bord, déjà pour avoir un registre des différents événements, des différentes actions que vous avez faites, et pour ça, avoir un soutien administratif en cellule de crise qui fera les minutes, qui fera les PV, etc., s'avère extrêmement utile. Enfin, il faut avoir des soft skills dans cette équipe, c'est-à-dire avoir la capacité voilà, de travailler en bonne entente, sans paniquer, de s'entendre, d'avoir un esprit collaboratif. C'est des éléments très importants, difficilement mesurables, mais qui peuvent faire le succès justement d'une équipe, d'une cellule de crise. J'aborde maintenant brièvement l'élément communication, hein, que Lenig a extrêmement bien présenté et de manière beaucoup plus détaillée, hein, auparavant. Alors peut-être juste, hein, attirer votre attention sur l'importance, quand vous avez votre cellule de crise, de définir dans cette cellule de crise qui est responsable pour la communication. Et puis cette personne sera en charge de décider et puis de discuter évidemment qu'est-ce qu'il faut communiquer, quoi, à qui? Donc là, on parle en interne aux collaborateurs, mais aussi en externe, hein, aux autorités, aux médias, aux différentes parties prenantes. Et puis quand? Là, je mets période d'embargo parce que précisément, hein, si vous commencez à communiquer dès que vous avez l'annonce de l'attaque, il est probable que ça parte un peu dans tous les sens. Donc d'abord, faire le point et puis après communiquer. Évidemment, éviter ce qu'a fait Roll, hein, attendre avoir une attaque en fin mai et puis communiquer seulement le 20 août, c'est une des raisons qui ont fait que le cas a fait beaucoup de bruit. S'ils avaient communiqué avant, évidemment que ça aurait été beaucoup mieux accepté.
Comme il a été souligné, évidemment, il existe des bureaux de communication et puis des spécialistes là-dedans. Et puis, j'attire aussi votre attention sur les éventuelles implications ou obligations légales, notamment en termes de GDPR, où il y a en général un certain nombre, 72 heures en l'occurrence, qui sont autorisées pour communiquer en cas de fuite de données et d'impact sur la confidentialité. Évidemment, avant de se lancer dans la communication, il faut déjà avoir une petite idée de ce qui est arrivé. Maintenant, sans plan de reprise. Évidemment, nous, on recommande toujours de mettre en place un plan de reprise. On sait que dans beaucoup d'organisations, il n'y en a pas. Donc, le jour où vous avez la crise qui arrive, il faudra vous poser ces questions que j'ai mentionnées auparavant, hein. Quelles sont les activités vitales et puis les répercussions au moment de la crise, en général, elles sont assez évidentes. Et ça vous permettra ben, de gérer les priorités, sur quels éléments faut-il faire l'état des lieux, quels sont les impacts qu'il faut adresser au plus vite, qu'est-ce qu'il faut sécuriser, comment séquencer aussi les actions techniques, hein. Vous comprendrez bien que donc le système n'a pas été remis à plat, bah, ça ne sert à rien de remettre des données dessus parce qu'il est peut-être encore infecté. Donc voilà, il y a toute une série finalement de précédences qu'il faut respecter, auxquelles il faut réfléchir le jour où vous êtes en situation de crise. Maintenant, annoncer les incidents. On entend souvent la réflexion à quoi bon, hein, finalement, puisque cette criminalité cyber, ben voilà, elle se déroule à l'autre bout de la planète avec des victimes ici, mais souvent des pirates informatiques qui ont une certaine, qu'il est difficile d'atteindre. Alors, il faut le faire quand même. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en premier lieu, ça permet un partage d'informations. Ça évitera peut-être à d'autres organisations de subir le même sort que vous. Ensuite, au niveau plus de la société, je dirais, mais ça permet de mesurer l'ampleur réelle du phénomène. Aujourd'hui, on a des chiffres qui viennent sur, voilà, on a eu tant de cyberattaques, etc. Il est fort à parier que ces chiffres sont sous-estimés parce que beaucoup de cas ne sont pas annoncés. Et puis évidemment que, comme vous le savez, hein, le monde des décideurs, ils aiment bien les chiffres. Tant qu'on n'a pas des chiffres, on ne mettra pas à disposition les ressources et les équipes nécessaires pour faire face. C'est valable aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la collectivité. On peut penser notamment aux polices cantonales. Plus on voit que les cas cyber sont en augmentation, bien plus il y a de chances à parier que des équipes dédiées verront le jour dans les différents cantons. Et là, je crois que le Valais déjà a pris de bonnes décisions en mettant en place justement différentes unités cyber. Enfin, ça bouge dans ce domaine-là en Valais. Donc déjà, félicitations aussi pour ce niveau-là. Ensuite, annoncer les incidents quand vous êtes une infrastructure critique, ben, ça vous permettra aussi d'obtenir probablement un soutien technique. Et puis évidemment, sans plainte, pas de poursuite. C'est-à-dire que si vous n'annoncez pas ces incidents, eh ben, c'est certain que les pirates informatiques sont dans l'impunité. Si on veut avoir une chance de les coincer, même si évidemment les choses sont souvent faibles, ben, il faut annoncer ces cas et dans l'idéal aussi porter plainte. Voilà. Je vous mets sur la gauche, hein, vous voyez pour reporter les cas l'adresse du NCSC, donc du Centre national pour la cybersécurité, qui vous permet justement bah, d'annoncer d'éventuels cas. Voilà, donc pour terminer sur l'aspect, je dirais, impact sur les équipes et puis émotionnel, parce une crise cyber, c'est pas uniquement des dégâts sur des systèmes d'information et puis des codes binaires et puis des données inertes, etc. Il y a un parallèle vraiment à faire avec le cambriolage, hein. Si quelques personnes qui assistent à ce webinaire ont déjà été victimes d'un cambriolage, quand vous rentrez chez vous, ben voilà, il y a un sentiment d'agression de votre intimité, et ça, on le retrouve aussi dans le domaine cyber, hein. Donc, ça a un impact sur la confiance des équipes. Elles se sont aussi agressées dans leur intimité. Il y a aussi parfois un sentiment d'incompétence ou de culpabilité qu'il faut prendre en compte. La différence, je dirais, avec un cambriolage, c'est que vous avez de l'incertitude en plus dans le cadre cyber, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore les dégâts. Et puis souvent, vous savez pas si le pirate informatique est encore là ou pas, hein. Le cambrioleur, en général, quand vous rentrez, ben voilà, vous constatez les dégâts, vous savez qu'il est parti, quand vous êtes dans un appartement en tout cas. Euh, alors que dans le cadre cyber, ce n'est pas le cas. Vous avez justement toutes ces incertitudes. Il faut aussi prendre en compte qu'en cas de crise, vous aurez une mise sous pression de l'ensemble de vos équipes qui ont leur travail habituel à faire. En général, il y a déjà un certain niveau de stress. Et puis, en plus, vous rajoutez une couche, puisque ces équipes ont un travail, je dirais, business as usual, hein, à faire. Mais en plus de ça, il n'y a plus d'accès au système d'information, aux équipements. On n'a peut-être pas le contact des clients. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui manquent et qui vont rajouter une couche de stress. Donc pendant la crise, c'est hyper important finalement bah, déjà de féliciter l'équipe de gestion de crise et puis de prendre des repos, des pauses, enfin, de prendre soin de soi, parce qu'il y a vraiment un côté marathon.
et puis aussi de prendre soin des équipes et pour ça, éventuellement mettre en place du soutien. Pour les quelques organisations qui auraient aussi un responsable cybersécurité en interne, j'aimerais souligner le rôle ingrat qu'ont souvent ces responsables, parce que pendant les quelques années où tout se passe bien, voilà, personne souvent se rend compte que c'est grâce au responsable cybersécurité et aux actions qu'il a faites, alors que le jour où il y a un pépin, évidemment, tous les regards se tournent vers le responsable cyber. Donc j'aimerais vous rendre attentif à cet élément. Lorsque tout va bien, c'est des fois aussi grâce au responsable cyber. Il n'est pas uniquement là pour les fautes et puis les moments de crise. Et puis enfin, comme vous l'aurez compris, l'humain reste la pièce maîtresse hein, pour une bonne gestion de crise. Cette cellule de crise doit vraiment fonctionner en équipe et puis il est très important d'y réunir les compétences nécessaires. Voilà, j'espère que ces quelques éléments pourront vous aider. Et puis, comme souligné, hein, il est vraiment important de se préparer en amont. Donc, revenez sur les quelques questions que j'ai adressées au cours de cette présentation. Hein. Quelles sont vos activités vitales? Qui pourrait faire partie d'une équipe de crise? Comment on fait? Enfin, mettez-vous en situation, vraiment. Et puis, ce sera vraiment salutaire le jour où, on l'espère le plus tard possible, une crise cyber interviendra. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes à disposition pour vos questions. Merci Lénig, merci Christophe pour ces présentations très claires, très précises, qui pour l'instant ne disent pas ne demandent pas de questions du côté des orateurs, pardon. Moi, j'ai quand même retenu quelques éléments, c'est-à-dire, principalement ne pas avoir peur de communiquer, vous l'avez dit, annoncer les cas, ça c'est très important, et surtout anticiper. Je pense que c'est un mot, vous me corrigerez si c'est faux, mais un verbe qu'il faut vraiment retenir. Peut-être une question en attendant que les participants en posent potentiellement sur le chat. Finalement, cette anticipation, ça doit venir d'une initiative. Au sein de l'entreprise, est-ce que c'est le responsable cyber qui doit prendre cette initiative-là ou ça doit venir peut-être du patron d'entreprise? Quelle est votre expérience par rapport à ça? Alors, si je peux prendre la question, Christophe. Le constat aujourd'hui, hein, avec le programme notamment pour les PME qu'on a lancé en début d'année, c'est que trop de responsabilités reposent sur l'IT ou le service cybersécurité ou autre. Aujourd'hui, c'est pas un problème IT quand il y a un piratage, c'est un problème d'entreprise globale. Donc, il doit y avoir une prise de conscience et aussi la volonté du conseil d'administration de s'informer de ses propres responsabilités et devoirs vis-à-vis de cela. Donc aujourd'hui, notamment beaucoup dans la région, alors c'est le cas dans d'autres régions aussi au niveau mondial, mais c'est vrai que le positionnement aujourd'hui de la cybersécurité n'est plus au bon endroit. On a tendance à déléguer ça, même souvent quand on est une PME, qu'on a ce qu'on appelle une infogérance, c'est-à-dire un prestataire externe qui gère son informatique, de se dire c'est géré. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que, si vous voulez, les infogérances n'ont pas cette compétence-là. Ça reste un décisionnel vraiment du conseil d'administration. S'il y a un board réduit, c'est au moins du conseil de direction qui doit s'impliquer vraiment à ce niveau-là. Oui, et puis si je peux rebondir sur ce que tu dis, Lénig, c'est qu'en effet, hein, aujourd'hui, il y a souvent une surcharge des équipes IT. On se dit l'équipe IT, elle fait tout, y compris la cybersécurité. Et puis en termes organisationnels, de mettre le responsable de cybersécurité sous le responsable des systèmes d'information, ça pose souvent un problème parce que le responsable cyber, en gros, il va aller dire, attendez, nos systèmes d'information ici, il y a des failles, etc. Donc il doit contrôler finalement son chef. Et ça, du coup, pour la prise de décision, l'indépendance aussi de la politique cyber, sécurité d'une organisation, c'est pas souhaitable. Il vaudrait mieux qu'il soit rattaché finalement à la direction d'entreprise. Maintenant, on parle dans ce cas-là évidemment d'organisations qui ont déjà un responsable informatique, qui ont des responsables cybersécurité. Dans la plupart des PME, c'est pas ou peu le cas. Et finalement, c'est une préparation qui revient à la direction. Euh, voilà, pour être très pragmatique, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit la direction qui s'y colle. Voilà, c'est très clair, parfait. Une question toujours délicate, mais est-ce que vous auriez une idée du coût de cette anticipation, de cette mise en place pour une PME, je dirais
pas trop grande, de maximum une vingtaine de collaborateurs. Qu'est-ce que ça représente dans le budget d'une PME comme ça? Soit un pourcentage, soit un montant? Est-ce qu'on arrive à donner un chiffre ou question difficile, c'est pour ça que je vous la pose. Ouais, allez, je peux répondre de manière un peu provocante. 0 francs pour l'instant. C'est du temps de l'équipe dirigeante. Je veux dire, mettez-vous à table pendant 2 heures, allez dans la forêt avec 4 personnes, puis vous dites on fait quoi en cas de cyberattaque? On commence par où? Ça coûte, enfin voilà, ça coûte un peu de temps hein, si on fait de la compta analytique, mais pour l'instant c'est 0 francs. Et puis une fois que vous avez fait ça, ben voilà, alors c'est là qu'évidemment, est-ce qu'on prend des services de monitoring en continu, etc., qu'il faut débloquer un budget, mais ce budget, il va falloir le débloquer par rapport au risque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire ça coûte 5 000 ou ça coûte 10 000. C'est quoi mon risque? Si le risque, ça peut coûter 100 000 francs par jour, eh ben, ça vaut la peine de mettre 10 000 francs. Et puis si le risque est encore plus supérieur, ben, peut-être qu'il faut plus de protection. C'est pour ça que j'en reviens un peu à l'analyse de risque, parce que c'est par là que tout commence, hein, enfin au final. Pour débuter, voilà. Et puis, si on veut parler d'anticipation, ben, moi je pense que les premiers pas, ils coûtent rien, c'est du temps par le conseil d'administration, par les décideurs. Dites-vous qui fait partie de cette cellule de crise et puis allez manger avec eux un jour et puis discuter de ce que vous feriez en cas de cyberattaque. Voilà. C'est pas un gros budget. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de pression sur les personnes qui gèrent cette cybersécurité. Il faut que vous sachiez que dans notre domaine, il y a énormément de démissions. C'est difficile de garder son personnel parce que ce sont des personnes qui sont en alerte quasi tout le temps et souvent dans les PME qui gèrent effectivement bien d'autres métiers, la qualité, l'IT, etc. en plus. Donc aussi d'ouvrir la discussion avec ces employés sur le sujet qui n'osent pas l'aborder parce qu'ils se disent qu'ils ne vont parler que de problèmes. Ouvrir cette discussion, c'est aussi déjà trouver un premier cadre de solution pour l'entreprise. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Merci beaucoup. Donc l'humain, on y revient finalement un peu dans tous les webinaires, que ça soit comme facteur de risque et là surtout comme facteur de succès. Donc très bien. Voilà, il n'y a pas d'autres questions à ce jour. Donc à cet instant, je vois que Oscar se reconnecte. Oui, alors juste une petite chose qui vient d'arriver pour Lening. Est-ce que vous arriverez à redonner les références de votre livre? Ah oui, Peut-être j'ai le oublié de titre le ou mettre le... sur un Ouais. slide. Je me suis rendu compte de cela après. Le voici. Je ne sais pas si Ah, vous... c'est flou, ouais. Je pense qu'il Ok. nous faut le nom et au moins le titre. Alors, le nom, tu l'as peut-être... Oui, c'est aux éditions Ellipse. Oui. Auteur Laurent Raimondo. Et puis le titre, c'est Les fondamentaux de la gestion de crise cyber. Je ne sais pas si là, ce sera un peu mieux, Ah, peut-être. c'est mieux, Oui, ouais. Ellipse. on Voilà. voit que Christophe a une très bonne bibliothèque, N'est-ce pas? Je effectivement. vois ça aussi. Nickel. Voilà, je passe maintenant la parole à Oscar pour la conclusion et vous remercie pour ma part et au nom de la Fondation DIARC, co-organisatrice de ces webinaires, de votre attention. Alors, merci beaucoup. Je vais être très bref, juste vous présenter le prochain webinaire qui aura lieu le 13 octobre, qui s'appelle Se protéger et s'assurer. Vous pourrez d'ores et déjà vous inscrire. Et je tiens également à remercier tous les partenaires de ce roadshow. Voilà pour le mot de la fin. Vous connaissez la musique. Bonne journée à toutes et à tous alors. Bonne journée et bon appétit. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.